Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui, en deuxième partie de l'émission, nous parlerons d'un ouvrage sur l'étude des christianismes dans un contexte de post-chrétienté avec Frédéric Dejean de l'Université du Québec à Montréal. Mais tout d'abord, parlons d'histoire du Québec et plus précisément de l'histoire des patriotes, des rébellions de 1837 et 38 et de la publication récente du livre Les Patriotes vus par Lionel Groulx, manuscrit inédit du cours de 1925. Pour en parler, nous recevons Gilles Laporte, historien, professeur et essayiste, directeur de l'ouvrage en question, en collaboration avec Manon Leroux et Stéphane Stapinski, publié chez Septentrion. Monsieur Laporte, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Un grand plaisir de vous recevoir. Peut-être en premier lieu, avant d'entrer dans l'ouvrage comme tel, nous rappeler un peu qui était Lionel Groulx et qu'ont été les rébellions de 37-38. Incroyable d'avouer que de rappeler ces faits en 2025, puisque Lionel Groulx est indubitablement l'intellectuel le plus influent au Québec du 20e siècle. C'est pas juste une station de métro, là. Et que non, puis il y a un éminent collège là où il a brièvement enseigné. C'est bien sûr un individu immense. Immense sur le plan, bien sûr, comme historien, une œuvre colossale là, qui fait des milliers et des milliers de pages publiées. Également un théologien. Rappelons qu'il a fait ses principales études avancées en théologie, à Paris notamment. Puis enfin, un intellectuel influent dans la cité, c'est-à-dire son influence sur des types comme Pierre-Éliott Trudeau, Jean Marchand, Michel Chartrand, René Lévesque fut immense. Il a accompagné le Québec dans à peu près chacune de ces grands mouvements de société des années 1930 jusqu'à la Révolution tranquille. Et il était prêtre. Il était prêtre. Il a d'ailleurs commis plusieurs batailles. Prenez par exemple Michel Chartrand, qui est un chef syndical très actif, très de gauche, et vous montrer comment il était éclectique. C'est lui qui a marié Simone Monet-Chartrand avec Michel Chartrand, et il a baptisé chacun de leurs 6 enfants. Alors, c'est. Et la Fondation Lionel Groulx, d'ailleurs, où il vivait, son ancienne résidence, conserve toujours sa chapelle, où il célébrait la messe tous les jours en compagnie de quelques amis croyants et membres de sa famille. Parlez-nous du livre. Comment avez-vous débusqué, parce qu'on comprend que c'est un cours que Lionel Groulx a donné lui-même en 1925-26 sur la période des Patriotes, et donc vous avez trouvé le manuscrit. Comment avez-vous débusqué ce manuscrit du cours qui a été donné il y a 100 ans maintenant? Bon, il faut vraiment savoir que les papiers de Groulx, c'est des monceaux de boîtes, c'est immense. Le type n'a pas guère arrêté d'écrire de la maternelle jusqu'à son décès en 1967. Si bien que parmi ces manuscrits de cours, d'ouvrages publiés, la plupart, c'est vrai, il y avait ces notes de cours. C'est-à-dire le caractère exceptionnel de ces notes vient moins du fait qu'elles existaient. On sait qu'il a donné des cours à l'Université de Montréal dès 1917 et il n'a pas cessé jusqu'à sa retraite en 1958, mais ils n'ont jamais été publiés. C'est-à-dire qu'on se retrouvait devant 300 feuillets, je vous prie de le croire, absolument impeccables, dans un français qui ferait rougir bon nombre d'auteurs actuels et qui était simplement destiné à être livré en classe dans des conférences publiques qu'il appelait. C'était pas vraiment un cours au bac en histoire, c'était des conférences publiques, un peu l'équivalent aujourd'hui de les belles soirées à l'Université de Montréal, vous voyez? C'est-à-dire c'était des cours académiques de niveau universitaire, mais qui étaient ouverts au public. Là, on retrouve chez Groulx là, ce désir de propager la pensée. Bref, ces notes étaient restées littéralement enfouies et Stéphane Stapinski, qui est lié depuis longtemps à l'œuvre de Groulx, les débusque, les amène à la Fondation Lionel Groulx, nous les montre. Moi, je suis membre du CA là-bas et on tombe de notre chaise littéralement parce qu'on se retrouvait à la fois devant un corpus très organisé de 6 leçons continues. Ensuite, dans un français, je le rappelle, absolument impeccable. On est loin d'une liste d'épicerie et tout le reste. Là. La langue est châtiée et l'argumentation est derrière est puissante. Mais enfin, surtout, une pensée originale. Une pensée originale qu'on n'avait pas du chanoine historien à propos de ces fameux patriotes de 1837. Là, on n'a pas guère hésité. On a d'ailleurs, le hasard fait bien les choses, ça correspondait jour pour jour au centenaire de ces notes de cours, de ce cours qu'il avait commencé à donner en décembre 1925. Et on s'est dit, on devrait publier ça. On n'a eu aucun mal à trouver un éditeur et le livre est en train de trouver son public. Oui, tout à fait. Et donc, quelle était sa pensée à Lionel Groulx sur la période des Patriotes? Bon, sans doute, c'est une pensée riche et nuancée. L'ouvrage n'est pas une revue là, des événements. Là. Si vous voulez la chronologie ou le récit de la bataille de Saint-Denis, allez ailleurs que chez Groulx. Non, l'homme est à la recherche des fondements.
C'est un type de réflexion. Alors, la moitié de l'ouvrage porte pratiquement sur les causes et l'autre moitié sur les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il travaille sur les fondamentaux et donc, il serait difficile en quelques minutes de résumer de sa pensée. Mais on peut parler au terme de cet ouvrage-là d'une thèse de Groulx. Une thèse, c'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire de ces patriotes plusieurs versions sans doute. Hein? Certains, comme les nationalistes actuels, les acclament comme des précurseurs du pays québécois. D'autres les présentent comme des écervelés prédécesseurs des felkistes de 1970. Et il y a la pensée de Groulx. Pour Groulx, le mouvement révolutionnaire laïciste et républicain qui mettent de l'avant les Papineau, Chénier et Delorimier n'est pas d'essence québécoise. Il est issu d'idées importées des philosophes des Lumières, de la Révolution de 1830 en Paris, des idées qui circulent à ce moment-là aussi en Amérique latine et qui n'ont rien à voir avec la tradition clérico-nationaliste québécoise. En revanche, une fois engagé le processus révolutionnaire, le peuple catholique et francophone s'est joint à ces élites afin de faire barrage devant la répression sauvage à laquelle se livrait l'armée britannique. Donc, une crise politique d'origine exotique, pourrions dire, mais qui a trouvé l'appui du peuple franco-catholique afin de secourir et de soutenir ses chefs. Le résultat, c'est la même lecture que fait Lord Durham, ironiquement. Je m'attendais à trouver une lutte entre un peuple et le gouvernement. Je trouvais en guerre non des classes, mais des races. C'est-à-dire qu'à terme, le résultat, c'est une lutte entre des franco-catholiques et des anglo-protestants. Et c'est à ça que Groulx en arrive, à son corps défendant. Il ne cherchait pas ça parce que, dernière phase de la thèse de Groulx, cet épisode-là, et dans l'ensemble, fut un désastre pour le Canada français. Parce qu'il nous a fait, il a retardé l'acquisition de nos droits. Il a fait en sorte que pendant plusieurs années, notamment suite à l'acte d'union de 1840, la situation du peuple canadien français s'est retrouvée périlleuse pendant bon nombre d'années. Il a fallu attendre la Confédération et le 20e siècle pour que le peuple canadien français arrive à relever la tête et à se mettre à pouvoir cultiver sa culture et son identité. On parle de Groulx, là, bien sûr, un prêtre, donc membre de l'Église catholique, et vous l'avez dit, là, il défendait l'idée d'un peuple canadien catholique, francophone catholique. Quel a été le rôle, à ses yeux, du clergé, de la période des Patriotes jusqu'à Legault en 1925, dans toute et bien sûr l'acte de 1840, ensuite 1867, mais quel était le rôle du clergé dans tout ça, à ses yeux? Là, vous touchez un des points les plus fascinants de l'ouvrage. Vous savez, depuis que j'ai commencé mes études dans l'histoire, c'est-à-dire dans les années 70-80, je n'ai entendu en général qu'une seule version du rôle de l'Église durant les rébellions patriotes. Toujours le même, c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est d'abord et avant tout une institution, une corporation, en somme pourrions-nous dire, une organisation qui défend sa propre subsistance. C'est-à-dire qui est d'abord et avant tout attachée à ses intérêts. Alors, évidemment, ça veut dire qu'on la présentait tout le temps sous l'angle du cynisme. Hein? On se rallie aux Britanniques, on choisit le plus fort, on est opportuniste et surtout, on n'hésite pas à renier son peuple pour pouvoir se joindre dans les mains du gagnant. Cette version-là, elle se décline dans plusieurs tendances. Là. Elle vient surtout de la gauche, mais elle vient aussi des historiens nationalistes qui, surtout au tournant des années 1960, ont une dent contre l'Église. Et ça paraît dans les productions depuis, je le répète, depuis près de 50 ans. Alors, on a une parole... C'est encore présent aujourd'hui. Hein? Absolument, c'est encore présent. Je pourrais dire que c'est même passé dans l'usage commun. Ouais. C'est un fait commun aujourd'hui. Ouais. Quand je donne une conférence sur les Patriotes, on me revient toujours avec cette rengaine-là, qui est pas, comment je pourrais dire, qui est pas fausse, mais qui est caricaturale du rôle de l'Église. Là, on a une parole qui nous vient antédiluvienne, je dirais dire, qui nous arrive il y a un siècle de recul et qui nous dit autre chose, qui nous dit enfin autre chose. Et qu'on soit d'accord ou non avec Groulx là-dessus, disons que ces paroles sont immensément rafraîchissantes. Il nous dit une chose qu'on oublie trop. C'est que avant d'être une institution, avant d'être une corporation, avant d'avoir des intérêts, l'Église est d'abord et avant tout à la défense d'un programme théologique. Elle défend en somme une vision du monde reposant sur un certain nombre de comment je pourrais dire, d'encycliques, de lois, de principes avancés par les pères de l'Église et par le pape, sur lesquels elle doit
fonder son opinion face à des mouvements de société. Et ça, on l'oublie. Là, on dit, oui, mais on va riposter, oui, mais on jouait avec tout ça. Et non, Groulx, là, dans son ouvrage, on le voit très bien, il va dans les détails. Il ne cherche pas, il ne concède rien. Il va essayer de fouiller dans chacun, des mandements signés par l'Église, notamment Monseigneur Lartigue et puis Monseigneur Bourget, afin de bien comprendre quelle était la volonté de l'Église. Or, le but de l'Église, il le prouve assez bien selon moi, n'était pas de terroriser ou d'effrayer le peuple. À preuve, dit-il, tous les mandements et tous les avis défavorables aux patriotes ont tous été émis après que des actes regrettables aient été posés. Après. Ça ne peut pas être présenté comme une prévention. L'Église ne prévenait pas, elle essayait de résoudre, de guérir le mal qui était en train de se répandre dans la population. Il y va avec il présente l'échéancier de manière assez précise pour bien montrer que l'Église n'était pas proactive afin de calmer le peuple. Elle était simplement là pour répondre à ces alarmes et surtout, dit-il, sa principale mission, éviter que la répression fasse de trop de victimes, trop de dommages, et elle est aux avant-postes afin non seulement, c'est vrai, de calmer l'ardeur des patriotes, mais aussi afin de calmer aussi les coups de l'armée qui frappaient à bras raccourcis sur le peuple. En ce sens, il se livre à une défense, comment je pourrais dire, objective et historique de l'Église. Mais il a aussi une réponse théologique. Et là, il s'appuie sur des encycliques du temps qui ont été émis. Mais il faut savoir, mon cher ami, que au moment où Groulx aborde ces éléments-là, mais surtout au moment où les patriotes de 1837 sont actifs, l'Église est traversée par un grand courant conservateur. Hein. Je pense que le pape à ce moment-là, c'est Alphonse XIII, je peux dire une bêtise, mais il n'y a pas de doute que c'est l'époque des grandes condamnations du catholicisme social. On condamne Félicité de Lamennais, on condamne les formes de catholicisme qui veulent davantage être libérales, qui s'ouvrent en somme aux réalités industrielles du temps. L'Église fait le dos rond devant les mouvements libéraux, républicains et révolutionnaires à l'époque, et ça marque certainement la parole de l'Église à ce moment-là. On est bien avant Rerum Novarum, là, et si bien qu'à ce moment-là, l'Église, puis c'est normal, celle du Bas-Canada, se conforme à un certain vent conservateur qui traverse alors l'Église. Peu importe les nuances, je conseille les gens à lire ce passage-là sur le rôle de l'Église, Groulx le fait beaucoup mieux que moi, afin de bien saisir qu'il y a un autre discours qui peut être tenu à propos du rôle de l'Église durant ces troubles. Lionel Groulx parle du rapport Durham aussi, et on découvre qu'en fait, il en partage certains constats, mais surtout, il en tire quelque chose, j'allais dire une leçon ou la logique fondamentale du rapport Durham, qui essaie de vouloir finalement briser l'unité culturelle et politique du Bas-Canada de l'époque, ou ce qu'on appelait les Canadiens, là, tout simplement. Est-ce que c'est une vision qui est aujourd'hui partagée? Est-ce qu'on adhère à cette thèse, je peux dire? Je tiens à rappeler combien les chroniqueurs de Radio Ville-Marie sont toujours au fait de ce qu'ils lisent. Effectivement, vous avez bien saisi, il s'agit d'une thèse originale. Habituellement, ce qu'on dit, c'est que Durham, c'est un voyou, un enfant de chienne, un raciste. Hein? Groulx va plus loin que ça. Il dit, effectivement... il y a un peu de ça quand même, là, à certains échelles. Oui, il parle de race dans le contexte de l'époque, là, ce qui n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Là, mais... Absolument pas, et ça veut simplement dire l'appartenance culturelle et ethnique, là, sans plus. Ouais. Et donc, lorsqu'il aborde Durham, il commence par dire, Durham n'a pas tort surtout, et loin de là. C'est sûr que c'est un raciste, mais enfin, on a un raciste qui nous dit le fond de sa pensée. Et ça, il dit que c'est relativement précieux dans un contexte d'hypocrisie qui ponctue les rapports entre les anglophones et les francophones dans l'histoire du Québec. Donc, revenons sur sa sincérité crue. Il rappelle qu'il n'a pas tort de dire que c'était d'abord politique, puis c'est devenu ethnique. Groulx partage ce constat. Et Groulx fait deux nuances. La première, c'est qu'il dit, sauf que Durham nie le droit à l'existence de la nation canadienne. Il a fait le même résultat, ça fut finalement une lutte dommageable entre Français et Anglais, mais Durham ne voit qu'une sortie de crise, c'est celle consistant à combattre la majorité francophone, la renverser, puis la submerger sous l'immigration. Groulx, évidemment, va bien sûr davantage dire non, elle avait droit. C'est inscrit, pourrions-nous dire, un petit peu dans une logique historique que ce peuple vigoureux et fier en nord-est d'Amérique devrait avoir sa place comme entité nationale. Deuxième nuance qu'il fait, c'est que
En fait, l'assimilation, la fameuse assimilation brandie par De Rham n'est qu'un miroir aux alouettes. Le fondement de Rham, puis Groulx le voit le premier, puis il le voit d'une manière transcendante, ce n'est pas que le fait qu'on cesse de parler français pour parler anglais simplement pour devenir de bons sujets britanniques qui allons boire le thé à 5 heures et puis... Le but, c'est pas de faire de nous de parfaits English people. Le but, c'est de rompre notre unité nationale. Si nous opérons une scission dans ce peuple-là, qu'il cesse d'agir comme un peuple uni et solidaire à chaque occasion. Le vrai piège, dit De Rham, ce n'est pas qu'ils parlent français. Le problème, c'est qu'ils agissent en groupe. Ils sont solidaires, soudés par une langue, une culture et une religion. Ils agissent comme un corps politique extrêmement menaçant pour toute opposition. Le but de Rham, c'est en distillant le caractère anglais dans cette population qu'on puisse arriver à les séparer. Par exemple, entre conservateurs et libéraux, entre progressistes et puis réactionnaires, entre que sais-je et que sais-je. En ce sens, De Rham a bien vu comment rompre l'unité canadienne-française et y est parvenu, dit Groulx. Regardez le spectacle de ce peuple maintenant qui est éternellement divisé en deux. Il aurait pu dire à la blague, connaissez-vous beaucoup de référendums sur la nationalité qui se terminent 50-50? C'est une métaphore, en somme, de l'objectif que poursuivait De Rham avec sa politique assimilationniste. Bon, vous êtes historien et vous avez écrit sur la période des patriotes et des rébellions de façon significative. Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit sur cette période en lisant le cours de Groulx? Ou qu'est-ce que ça a apporté à votre propre compréhension et votre propre pensée sur cette période et même sur l'histoire du Québec dans son ensemble? Bonne question. Bon, je rappellerai effectivement sur le rôle de l'Église, c'est original. Ouais. C'est une pensée novatrice qui était à l'époque, qui avait cours, mais qu'on a totalement occulté de nos jours. Deuxième caractéristique, c'est qu'il nous aide à comprendre le rapport complexe que la société québécoise a eu avec ces épisodes révolutionnaires. On est en 1925, c'est un nationaliste de tout cran. On dit même parfois qu'Yann Groulx est le père de l'idée d'indépendance nationale au Québec. En somme, c'est l'ersatz, le parfait représentant de cette tendance-là. Il est l'ancêtre du mouvement souverainiste actuel. Et pourtant, il est contre les patriotes. Et ça, je pense qu'on doit essayer de comprendre que le nationalisme québécois, il est riche, il est complexe, il a une histoire, et comprendre comment des clérico-nationalistes, au milieu du 20e siècle, pouvaient avoir des problèmes avec un type de discours qui mettait de l'avant la ferveur révolutionnaire, parfois même la violence, et comment un prêtre historien pouvait... avoir à se dépatouiller avec ça. Moi, je pense que le type, il n'a fait aucun passe-droit. Sa pensée n'est pas biaisée. Il s'attaque aux vrais problèmes. Ce livre-là est un exemple d'éthique historienne, en sens qu'il a la difficulté à rendre compatible son propre nationalisme avec celui des Papineau et compagnie. Il ne s'en cache pas. Et pour des gens de 2025 qui veulent comprendre les origines là, des questionnements à propos de la nation, l'identité québécoise, c'est un exercice, là, une assise magnifique auquel quiconque est convié. Ben, c'est ce que j'ai posé comme question. Pourquoi lire ça aujourd'hui, 100 ans après le cours, et à propos d'événements qui ont pris part aux premières moitiés du 19e siècle, à une époque qui est un peu oubliée là, globalement en ce qui a trait à l'étude de l'histoire du Québec aujourd'hui? C'est pas à votre antenne que je vais rappeler que c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bon. Non. Mais... Et autrement, parce que ce type-là, ça nous permet de se rendre compte à quel point la pensée historienne, elle est tout aussi marquée par son époque que quelque autre courant. Ouais. En lisant, ceux qui ont déjà lu des livres récents à propos des patriotes ou des articles, ou ce qu'on entend à l'espace public dans les médias, là, à chaque journée nationale des patriotes, etc., vont avoir une pensée rafraîchissante et novatrice, ironiquement, issue du passé, mais qui nous permet d'actualiser nos idées aujourd'hui. Gilles Laporte, historien, professeur et essayiste. Vous êtes le directeur de l'ouvrage dont on vient de parler, Les Patriotes vus par Lionel Groulx, publié chez Septentrion. Un grand merci. Grand plaisir. Tous ceux qui nous écoutent, merci également. Restez avec nous. Après la pause, Frédéric Dejean, nous allons parler des christianismes au sein d'un monde post-chrétien.